Ouais, dans mes recherches, j'ai trouvé un truc assez inquiétant. En fait, il y a une pratique, notamment en Russie, mais aussi ailleurs, qui consiste à s'injecter dans les muscles. Un truc qui s'appelle Synthol, qui est constitué en grande partie d'huile et aussi d'antidouleur. Et cette huile, en fait, durcit si on en injecte beaucoup. Et en fait, ça s'injecte dans les muscles et ça durcit autour des muscles. Et donc, ça te fait en fait des faux muscles. Et il y a plein de personnes qui ont abusé de cette pratique. Voilà, si on regarde sur Google, on en trouve plein. Et en fait, c'est super dangereux parce que c'est un truc qui nécrose, qui crée de la nécrose, qui crée des infections, qui ont des conséquences dramatiques. Ça peut se répandre aussi dans les organes, attaquer le cœur, etc. Et donc, il y a des gens qui sont devenus assez connus, notamment celui-là. Je trouve ça complètement hallucinant. Donc, c'est un Russe qui s'en est injecté à mort. Le truc, c'est qu'il s'en est injecté que dans les bras, en fait. Donc, du coup, en fait, le mec, c'est un peu une crevette, mais il a des bras énormes. Et son rêve, c'était apparemment d'aller faire du MMA. Donc, il a été faire un combat de MMA avec enfin, très amateur, avec un type qui faisait, je pense, un truc genre Muay Thai ou kickboxing. Et il s'est fait rétamer. Et il a fait un autre truc aussi qui est un truc purement russe, je pense, qui est je sais pas comment ça s'appelle en français, mais en gros c'est un duel de claques dans la tronche, quoi. Je, je sais pas comment ça s'appelle, mais ça se fait avec c'est des bodybuilders, un peu comme une posture de bras de fer. Et en gros ils te donnent une super claque et ils essaient de te mettre par terre avec leur claque, quoi. Il a été faire un combat de claques comme ça aussi, il s'est fait complètement démolir. Voilà, et en fait, ce qui s'est Ouais, passé après, précisons quand même, juste pour ouais, les auditeurs, que les combats de claques, c'est super dangereux, hein. C'est, ouais. je veux dire, les claques, tu peux faire beaucoup de dégâts avec une claque et, Hmm. enfin, voilà, donc, je veux dire, en combat, même justement en self-défense, parfois on dit qu'il vaut mieux frapper avec la paume ouverte qu'avec les doigts, parce que quand on donne des Hmm. coups de poing sans gants, on risque de se casser les doigts, etc. Mais je veux dire, c'est pas parce que tu frappes avec la main ouverte que tu vas pas avoir de mouvement de cerveau, de ton cerveau Ouais, dans la boîte crânienne, et donc en termes de dégâts au ouais, cerveau, c'est monstrueux, hein. ouais, ouais, c'est vrai, c'est un truc important et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas, dont on n'a pas conscience, je pense intuitivement, c'est que les commotions cérébrales, donc les chocs au niveau du cerveau, c'est pas forcément lié à des coups, c'est lié à un mouvement en fait. Donc c'est quand ton cerveau, quand ta tête fait un mouvement brutal d'un côté ou un autre, bah, le cerveau à l'intérieur bouge et s'écrase contre la paroi, quoi. Et c'est ça qui fait des chocs. Donc tu peux avoir même avec un casque et des bonnes protections à la tête, ben ça protège pas, ça protège la partie superficielle de ta tête et le visage, mais ça n'empêche pas les chocs à l'intérieur en fait. Donc ça protège pas des commotions et des dégâts cérébraux. Oui, donc oui, en boxe, les casques de protection ne protègent en rien. Et les gants sont Hmm, pas là pour protéger la tête, ça protège les doigts pour c'est éviter de les ça. casser. Ouais. Et les casques, les profs ça peut même avoir un effet pervers parce que les casques de protection, ça rend ta tête plus grosse, donc tu agrandis la Hmm, cible et en plus, ça ralentit ta capacité à faire des esquives. Et en plus, ça réduit ton champ visuel. Donc, hmm, en fait, tu vas esquiver moins. Et en plus, tu auras moins mal au moment des impacts. Donc, en fait, tu vas te prendre plus coups dans la tête. Donc, en ouais. réalité, les casques ont probablement jouent plus, augmentent le nombre de dégâts cérébraux. Donc, Hmm, ouais, enfin, chez moi, les profs sont contre le port du casque. Et je pense que, enfin, bon. hmm, Oui, donc c'est la répétition. Oui, alors évidemment aussi, c'est pas le fait d'avoir un chaos qui. Enfin, évidemment, un chaos, c'est pas une bonne chose pour votre cerveau, ça c'est sûr. Mais, hmm, mais je veux dire, même la répétition de coups légers si vous entraînez 3 fois par semaine, même avec du sparring léger, enfin, je veux dire, la répétition des coups génère déjà des micro-lésions dans votre cerveau. Et hmm, en gros, une façon d'expliquer le problème aussi, c'est que, euh, bah, en fait, quand vous faites ça au reste de votre corps, à vos muscles, vous avez mal aux muscles et vous avez des bleus. hmm, Mais le problème, c'est qu'on n'a pas de bleu au cerveau. Et hmm, donc, c'est une partie du corps où on n'a pas d'alerte de. C'est marrant parce que ça illustre en psychologie l'importance de la douleur, hein. La douleur, en fait, hmm, c'est fait pour vous protéger. Vous faites une activité qui fait mal, ça va vous calmer assez vite et vous allez la limiter. Mais le problème, c'est que le cerveau, il n'y a pas de récepteur de douleur dedans. Et donc, vous abîmez votre cerveau, mais vous le sentez pas, quoi. ouais. Et donc, ouais, méfiez-vous de tous les gens. Enfin, j'entends des choses.
Enfin, Ouais. sur ce sujet-là, quand je suis dans les milieux de boxe et tout, ouais, dans le sens, oui, on y va mollo, etc. Oui, enfin bon. Ben, évidemment, si vous y allez dur tout le temps, ça c'est pire, ça je suis d'accord. Ouais. Mais je Mais veux dire, c'est pas parce qu'on y va mollo que c'est ça ne sans fait impact rien, sur la quoi. tête, quoi. Et Effectivement. surtout pour les auditeurs, moi je dis, donc le cerveau arrive à maturité au début de l'âge adulte, au-delà de 20 ans, vers 22, 23 ans. Donc moi je dirais certainement pas de sport avec impact à la tête avant 18 ans, hein. Mm. Et après 18 ans, tu le regardes dans les yeux, tu as une conversation avec ton fils ou ta fille et tu lui expliques voilà, tu prends des risques en faisant ça. Euh, Mm. je veux dire, mais avant 18 ans, tout ce qui est enfin, je dis, bon, parce que ça se fait, hein, ça se fait, hein. Je dirais Ouais, même des ouais, compétitions de MMA pour les 16-17. ouais. Moi, tout ça, quand je vois des profs de MMA, justement, avec des adolescents, on dit oui, mais il y va très doucement. Tout ça. Mm. Non, moi, avant 18 ans, c'est pas une question d'aller doucement, on fait pas, hein. Et si vous voulez entraîner vos enfants à se battre, qu'ils font du jiu-jitsu brésilien, et ils n'auront pas d'impact à la tête. Ouais, ouais. Et après, vous pouvez toujours rajouter des... Ah oui, c'est pour ça on parlait du karaté avant, mais hein, voilà, karaté, pour ça, c'est bien. On peut entraîner, si vous voulez que votre fille fasse du point à pied, karaté, il n'y a pas d'impact à la tête, sauf accident, quoi. Évidemment, c'est ce qui Mm. peut arriver, mais je veux dire, ça sera très limité en termes d'impact à la Ouais. tête. Donc, Ouais, un ça c'est point. vrai que ça c'est un des avantages du karaté Ah, et même exactement. le karaté Kyokushin qui est très 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 brutal, bah, il n'y a pas de coup à la tête, c'est que au niveau du corps quoi. Ouais, enfin, tu peux avoir un À coup de part pied, quoi. coup de pied mais ils sont plus Mais rares je veux quoi. dire, l'astuce, c'est que les coups de pied à la tête vont être plus faciles à voir Ouais. venir, à bloquer, et donc ils seront plus rares. Mm. On n'aura pas la quantité de coups de poing que quelqu'un, Ouais. même en amateur de boxe, va se prendre, hein. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Et donc ouais voilà, je reviens à mon truc. Donc ce qui s'est passé après, c'est qu'il a fait un peu la une parce que ses bras ont commencé à se nécroser et donc il a dû être opéré parce qu'on risquait de devoir lui amputer les deux bras. Et depuis, il a été opéré, on lui a retiré une grosse partie son huile qui s'était injectée. Et il doit encore se faire réopérer parce qu'ils n'ont pas réussi tout à enlever. Et c'est une opération qui est extrêmement délicate et c'est vraiment très très grave en fait pour l'état de santé. Et c'est pas le premier parce que j'ai vu qu'il y avait d'autres personnes qui avaient fait la même chose et qui avaient aussi dû se faire opérer parce qu'ils commençaient ça commençait à attaquer le cœur, à se répandre, à nécroser les muscles. Voilà, donc ces personnes, visiblement, étaient tellement obsédées par l'idée d'avoir des gros muscles qu'ils en sont arrivés à s'injecter en quantité absolument phénoménale un truc complètement dangereux dans le corps, alors que, bah, a priori, il n'y avait pas trop d'ambiguïté sur le fait que c'était dangereux, quoi. Je veux dire, si tu te renseignes un peu sur Internet, bah, tu vois bien que c'était pas fait pour ça, quoi. Et donc, je trouve que ça fait un peu peur de voir qu'il y a des gens qui sont dans un tel extrême et ils veulent tellement montrer qu'ils sont musclés qu'ils en sont prêts à faire un truc pareil, quoi. Oui, enfin, je suppose que c'est le problème. Enfin, il y a eu des théories ou des hypothèses que même la musculation, c'était l'équivalent un peu masculin de l'anorexie, hein. C'est vrai que Hmm. c'est pour correspondre à des idéaux de beauté, à des Ouais. formes de masculinité. Enfin, c'est vrai que c'est difficile de parler des arts martiaux sans parler de la construction de la masculinité chez nous. Hmm. C'est vrai que, et donc la musculation et avoir du muscle, c'est aussi lié à ça, hein. C'est vrai que c'est... ben, enfin, juste, oui, évidemment, moi j'ai déjà vu ces photos, évidemment. C'est vrai que c'est assez choquant. Mais et c'est vrai que c'est très une approche très malsaine du corps, hein, ça c'est sûr. Hmm. Et en plus, quand tu disais, il est allé, j'avais vu en plus son match contre de MMA, mais euh, en fait, enfin, faire de la musculation, même s'il faisait de la musculation classique, style Hmm. Arnold Schwarzenegger ou Sylvester Stallone, euh, c'est comment je veux dire, ce type de musculation n'est pas une musculation efficace pour faire du MMA. Je veux dire, c'est Hmm. pas. En fait, la musculation est très. En fait, quand on s'entraîne à faire des mouvements bien spécifiques et à peu de transférabilité. Donc, bah, quand tu t'entraînes à soulever de la fonte, bah, tu t'améliores à soulever de la fonte, mais tu t'améliores pas à faire d'autres types de mouvements, hein. Donc, Hmm. sans compter que ce type de musculation à bodybuilder, elle va avoir des conséquences en termes de flexibilité, Hmm. etc. Et donc, ça ne va pas vraiment jouer en ta faveur. Et en plus,
ouais, ok, tu as plus de force, mais je veux dire, générer de l'impact sur tes coups, c'est pas seulement la force de le muscle de ton biceps qui génère l'impact de tes coups, hein. C'est ta psychomotricité, la manière dont tu mobilises ton corps qui va générer l'impact. Et puis chez les boxeurs de haut niveau, évidemment, ça va être aussi le timing, hein. Ils vont tellement calculer intuitivement, évidemment, le timing pour l'impact sur la tête de l'autre, qu'ils arrivent à générer des KO comme ça, mais je veux dire, avoir des gros biceps, ça va pas forcer, ça va pas t'aider à gagner un match de MMA. Hein, je dis pas qu'il faut pas faire de musculation quand tu fais on en a parlé tout à l'heure. Hein, moi, je soulève de la fonte dans ma cave, mais pas dans une optique bodybuilder. Hein, mais justement, c'est comme travailler la souplesse, travailler la musculature. Etc. Surtout à partir de 40 ans, tu commences à partir de perdre la masse musculaire. Hein, la masse musculaire rentre en déclin plus tu vieillis, quoi. Donc, c'est important, ne serait-ce que pour entretenir la masse musculaire. Mais oui, enfin, l'idée que oui, j'ai des gros biceps, donc ça va vraiment m'aider à faire des combats de MMA. Je crois que quelqu'un qui a des petits biceps mais un bon cardio a beaucoup plus de chances de survivre à un combat de MMA. C'est clair. Il vaut mieux faire, si vous voulez des conseils, il vaut mieux faire du jogging sous forme sprint, quoi. Donc tu sprints, tu t'arrêtes, tu sprints, tu t'arrêtes, tu sprints, tu t'arrêtes, et tu tiendras bien plus ton match de MMA que de faire du bodybuilding. Le Muay Thai, c'est du saut à la corde, hein. Saut à la corde, saut à la corde, saut à la corde. Hein. C'est pas du bodybuilding qu'ils font. Hein. Ouais. Bah oui, tes gros muscles, il faut les soulever aussi après pour bouger, quoi. Ça... Et ici, dans le type, je vais pas le passer, mais on voit dans son combat MMA que bah, ses bras, ils ont l'air d'être lourds, quoi. Fatalement, il a plusieurs litres d'huile dans les bras, donc après, pour frapper et être mobile avec ça, il faut déjà y aller, quoi. Je sais pas très bien. Là aussi, on voit un peu la déconnexion entre le fantasme et la réalité. Finalement, pourquoi est-ce qu'un type comme ça qui est dans cette optique-là va faire un match de MMA? Tu dis ça n'a pas de sens, quoi. En fait, il a pas compris comment ça marchait, quoi. On est vraiment là dans un trouble psychologique à ce niveau-là, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, pour ceux qui connaissent pas grand-chose en sport, la pratique de sprint, comme j'ai décrite là, évidemment, c'est pour travailler l'explosivité. Donc, dans les matchs de MMA, etc., il faut de l'endurance pour survivre le nombre de rounds. Et en boxe, encore plus, 12 rounds, c'est un truc de ouf, quoi. Je sais pas comment ils font, c'est surhumain. Moi, 3 rounds, je suis déjà... mais alors, l'explosivité, là, c'est pour... oui, parce que si tu veux faire les mises au sol, etc., dès que le gars, tu vois une ouverture et tu dois foncer directement, tu es sur les starting blocks et tu fonces dans les jambes du gars pour le faire tomber. Donc là, c'est de l'explosivité pure. Hein. Et ça, je veux dire, ta musculation, ton bodybuilding, ça te prépare en rien du tout. Ouais, c'est clair. Enfin voilà pour ce point du Saint-Ol. Alors, on va parler un peu de défense au couteau. Alors ça, c'est vraiment le sujet qui m'a vraiment bien intéressé. Je trouve que c'est une tellement belle illustration de certains trucs de Bushido, mais qui sont plus nuancés, plus fins que les conneries habituelles qu'on montre avec les KO à distance, les gens qui te font tomber avec leur chi et autres débilités voilà, que tout le monde connaît déjà à ce stade, hein, donc c'est pas très intéressant d'en reparler. Mais voilà, il y a plein d'autres trucs beaucoup plus subtils et je trouve que les défenses au couteau, c'est un de ces trucs plus subtils. Donc en gros, ce qui est intéressant là-dedans, et je vais pas repartager mon écran, c'est que il y a plein de personnes de plein d'approches différentes. On trouve ça beaucoup dans le self-défense aussi, qui enseignent un grand panel de variétés de méthodes de défense face à plein de types d'attaques, dont des attaques avec armes, notamment au couteau, puisque c'est un peu le truc un peu classique qui est enseigné un peu partout. Et on trouve vraiment plein de méthodes qui sont en fait complètement irréalistes et qui ne servent absolument à rien. Et c'est une critique qui revient souvent, beaucoup de gens font cette critique. Et donc, pour expliquer un peu ce genre de choses, en fait, on va avoir des gens qui font du penchak, du karaté, du Krav Maga ou n'importe quoi d'autre, qui vont montrer des techniques en fait assez complexes avec plusieurs étapes. Ou s'il y a quelqu'un qui vous menace avec un couteau, en gros d'abord vous agrippez son bras, puis vous le tournez dans un sens, puis après vous tordez ses doigts pour récupérer le couteau. Enfin, en fait des techniques comme ça qui se reposent sur un enchaînement de sous-techniques qui sont toutes assez précises,
assez fine et qui se pratique en général sur des gens qui ne bougent pas fatalement, hein, donc ça se pratique pas en temps réel. Donc il y a un mec qui fait un mouvement prédéterminé, voire qui fait pas de mouvement du tout et qui se tient simplement là debout avec son couteau en face de ta gorge. Et puis là-dessus, on fait une série de mouvements un peu comme on voit dans certains films finalement. Et on peut se dire en fait intuitivement quand on n'y connaît rien que quand on voit ces mouvements qu'ils ont l'air d'être pertinents, parce qu'effectivement d'un point de vue purement mécanique, bah, sur un type qui bouge pas, ça a l'air de fonctionner, hein, je veux dire, enfin, ça a l'air en tout cas. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait en réalité ça fonctionne pas du tout. Et donc du coup c'est un apprentissage qui est non seulement inutile, mais qui en plus est dangereux, parce que si vous apprenez à quelqu'un à faire ça et qu'il il répète ça et qu'il croit vraiment que ça va marcher et qu'il essaie un jour de le faire, bah, il risque d'avoir une sacrée mauvaise surprise. Et ça sera probablement pire pour lui de faire ça que de rien faire du tout en fait. De ne pas essayer de se défendre, enfin sauf si t'es coincé dans un coin et que t'as un type qui veut te poignarder à mort, mais a priori ça arrive pas très souvent, en tout cas dans notre pays. Et donc voilà, ce qu'on trouve qui est intéressant, c'est qu'il y a pas mal de personnes qui ont testé ça en situation réelle, donc ils se sont mis en situation réelle avec des gens qui étaient expérimentés et qui font des tests d'attaque au couteau, voilà, comme on ferait une vraie attaque au couteau. Et encore avec un peu d'avantage dans ces tests, puisque les gens savent qu'ils vont se défendre face à une attaque au couteau. A priori, si tu te disputes avec un type dans la rue, tu ne sais pas qu'il va sortir un couteau. Donc c'est encore pire que les situations dans les vidéos. Alors j'en ai pris une, il y en a plein, mais j'ai pris la chaîne de Greg MMA qui est pas mal, donc c'est la chaîne Karaté Bushido officielle, qui est une chaîne qui parle plus beaucoup de karaté parce que Greg qui anime ça fait surtout du MMA, d'autres trucs, il fait plus beaucoup de karaté, ou en tout cas il n'en montre pas beaucoup. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait plusieurs vidéos où il a été voir des professionnels pour faire des tests de défense au couteau. Alors il y a une vidéo avec des gens qui font du Krav Maga, il y a une vidéo avec des gens qui font du Penchak, il y a une vidéo avec des enseignants de la police, où où il fait des tests dans une cage avec des policiers. Et il y a cette vidéo ici avec des gens de la Légion étrangère, notamment Major Gérald, qui a une chaîne aussi, aussi un type qui a fait du MMA quand il était plus jeune. Et en gros, bah voilà, le principe c'est tout con, hein, donc ils ont des casques, ils ont un casque et une protection entre les jambes. Et le principe c'est qu'il y en a un qui a un couteau, qui va essayer de poignarder l'autre au maximum, et l'autre essaie de se défendre. Voilà. Et bon, c'est tous des combattants expérimentés qui font des arts martiaux de contact, et plus que ça, puisque bah, c'est des gens qui apprennent aussi à se défendre en situation de guerre. Voilà, à l'exception de Greg MMA en t-shirt là, qui est juste un combattant MMA et qui n'est pas un militaire ou autre. Mais voilà, je vais juste vous montrer un petit exemple ici parce qu'on le voit super bien. Donc là c'est Greg qui essaie de poignarder le major à côté là. Et ça ne dure pas longtemps, mais je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Je pense que c'est assez explicatif. Voilà. Petit exemple pas très long. Il y en a d'autres dans la vidéo, il y en a plein d'autres en ligne. Ils ont tous le même fonctionnement. Donc en gros, bah, ce qu'on peut voir, c'est que même des gens qui se sont entraînés pendant des tonnes d'heures à faire de la défense au couteau, qui ont fait du MMA, qui se sont pris des tonnes de coups, et ici qui sont à la Légion étrangère, qui forment des gens au combat, en fait, bah, si on les attaque au couteau, bon, peut-être pas si c'est mamie qui a 60 ans, qui a jamais combattu de sa vie, mais en tout cas, quelqu'un qui est un peu en forme et un peu rapide, ben voilà, le résultat c'est que tu te prends pas mal de coups de couteau, quel que soit ce que tu fais. Alors ici, il essaye certains types de parades, il y a d'autres vidéos où il y a d'autres types de parades, il y a des clés qui sont essayées, enfin il y a plein de trucs. En gros, le résultat, c'est que les techniques compliquées, ça ne marche jamais, et que tout le monde se fait pointer ou se fait couper. Et le mieux qu'ils arrivent à faire, et le mieux qu'ils peuvent espérer de se faire, c'est de se prendre des coups de couteau, mais après d'arriver à gripper le couteau et éviter de s'en prendre d'autres, en espérant que quelqu'un d'autre qui est à côté puisse intervenir en général, ou qu'ils arrivent à désarmer le couteau, mais c'est vraiment très très dur, quoi. Et il y a d'autres vidéos où on voit plus où ils agrippent les personnes et où ils essayent de désarmer le couteau. Et là, ce qu'on voit aussi, c'est que
c'est très dur à désarmer, quoi. Même quand ils ont les deux mains sur le bras, bon, à un moment, ils arrivent à immobiliser parfois la personne, du coup, ils se prennent plus de coups de couteau par la suite. Mais c'est très dur, quoi. C'est très dur et pour arriver à désarmer, ça se fait pas comme dans les vidéos de self-défense un peu bidon. Alors que dans les vidéos où ils montrent des techniques comme ça de désarmement, en gros ils te disent ah tu donnes un coup là et du coup le mec fait tomber il lâche son couteau. Bah ouais bon, j'ai vu des vidéos où t'as des gens qui testent ça, ils se prennent des gros coups et si tu tiens bien ton couteau, non tu te laisses pas tomber ton couteau quoi, ça ne marche pas, c'est juste. Alors peut-être que tu auras un bleu. De nouveau si t'as quelqu'un qui s'y attend pas, si t'as un gamin de 17 ans qui braque une épicerie au couteau, qui n'a pas la moindre notion de quoi que ce soit en lien avec le combat. Effectivement, peut-être si tu lui donnes un gros coup sur la main, peut-être qu'avec la surprise, il va lâcher son couteau dans certains cas, mais voilà, c'est pas très très efficace. Et je trouve que ça c'était vraiment intéressant parce que ça montre vraiment à quel point il y a une différence entre des techniques qu'on peut enseigner pour de la self-défense de manière très irréaliste et qui sont jamais testées en situation un peu réaliste, et puis quand on a des pros qui essayent de le tester et on voit ce que ça donne, je trouve qu'il y a vraiment un gouffre entre les deux et je trouve que c'est vraiment très éclairant sur ce que c'est, quoi. Parce que tout à l'heure, on parlait de l'enseignement, ou dans l'épisode précédent, si on fait 2 épisodes, on parlait de l'enseignement, du continuum de l'enseignement en solo, etc. Mais il y a aussi sur ce continuum, il y a aussi enseigner avec des scénarios Mm. préétablis. Hein. Donc, je fais ça, il fait ça, je fais ça, il fait ça. Par exemple, là, tout l'aïkido est là-dessus. Hein. Puisque, comme je le disais, par exemple, on peut résister, mais on peut résister que d'une certaine façon. Donc, Mm. il y a aussi des scénarios préétablis dans la manière de résister. Alors que quand je dis un entraînement contre un adversaire qui résiste réellement, ça veut dire un entraînement où il n'y a pas de scénario préétabli sur l'adversaire va résister autant qu'il peut et il a le droit de faire pratiquement. Bon, évidemment, il ne peut pas réellement faire. Non, il y a toujours des choses. Il ne peut pas enfoncer les doigts dans les yeux, il ne peut pas mordre dans les testicules, etc. Mais je veux dire, il peut faire beaucoup de choses pour résister au moment. Mais c'est vrai que l'enseignement par scénario est aussi extrêmement problématique. Hein, et pourtant, c'est quelque chose qui est très mis en avant dans le Krav Maga, par exemple. Et alors évidemment, là aussi, il va avoir un effet professeur. Hein. Si vous avez un professeur de Krav Maga qui propose des scénarios, mais aussi de faire du sparring, donc des choses non planifiées, ça va. Mais si vous faites que de l'entraînement à scénario, alors là, c'est vraiment la voie royale pour s'illusionner sur l'efficacité de ces techniques. Hein. C'est vraiment un gros problème, ouais. Ouais, ça me rappelle ce qu'il disait. Il y a une autre chaîne que j'aime bien, qui est la chaîne de Icy Mike, qui est une chaîne de self-défense. Et il y a un truc qu'il disait dans une de ses vidéos, c'est que finalement, le self-défense, les choses qui sont efficaces, c'est des choses simples, c'est des coups, c'est se dégager, c'est s'enfuir, etc. Et c'est pas plein de techniques super compliquées que personne n'arrive à placer en fait. Et parce que quand tu es dans le moment et qu'il y a un truc qui se passe, il y a le stress, t'as pas le temps de réfléchir à quelle technique tu vas faire. En fait, la seule chose que tu es capable de faire dans un cas comme ça, c'est un truc très simple. Tu peux pas commencer à parcourir dans ta tête un répertoire de techniques complexes alors que tu as un quart de seconde parce que tu as un type qui essaie de te frapper et puis te dire ah je vais lui saisir le bras, je vais faire une torsion, puis je vais saisir son poignet, puis je vais faire une projection au sol. En fait, il n'y a personne qui peut faire ça parce que ton cerveau n'a pas le temps de traiter une information de cette complexité en fait. Oui, en fait, les gens ont l'illusion que s'ils font assez de répétitions, il y aura un déclic qui se fera. C'est le fameux déclic magique. Ouais. Par magie, ils arriveront à exécuter des mouvements psychomoteurs fins sous pression avec quelqu'un qui résiste et qui veut essayer de les tuer. C'est pas comme ça que fonctionne le monde réel, malheureusement, ça c'est sûr. Ouais. Mais d'ailleurs, en parlant de mouvements complexes, quand tu vois la boxe qui est finalement, enfin, je veux dire, si vous voulez apprendre à vous défendre et que vous voulez avoir un investissement minimal pour un apport maximal, faites de la boxe. Parce que là, alors évidemment, là, on va vous mettre devant quelqu'un qui va vous foutre des coups de poing dans la tête et il y aura de la résistance en face. Mais parez-vous avoir la tête qui descend comment dire, des étoiles autour de la tête de temps en temps. C'est pas assez souvent. Plusieurs fois par entraînement, quoi. Si pas plusieurs fois par round. Mais ouais, le répertoire technique de la boxe, c'est quoi? T'as le jab, crochet, uppercut, quelques esquives,
Bon, évidemment, alors les virtuoses, les très grands boxeurs, ils jouent de la musique avec ce répertoire technique, mais en fait, le répertoire technique de la boxe, il est super limité, hein. Il n'y a pas grand-chose. Et c'est justement en fait avec ça que je pense qu'ils acquièrent une très grande efficacité parce que, évidemment, il y a de la finesse dans le mouvement. Enfin, je veux dire, même, tu peux travailler ton mouvement pour qu'il soit plus efficace. Bon, évidemment, il y a des virtuoses, mais après, il y a aussi les aptitudes personnelles et des facteurs individuels qui vont jouer, hein. Chez les grands champions, je pense que c'est pas uniquement l'entraînement, mais c'est un talent, hein, dans la perception du rythme. Enfin, c'est comme si on disait c'est des grands danseurs, quoi. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'un grand danseur? Bien, tu ne deviens pas un grand danseur sans t'être entraîné des nombreuses heures, mais tu ne deviens pas un grand danseur sans avoir des aptitudes personnelles non plus, hein. Une bonne génétique. Mais ouais, non, le répertoire technique de la boxe, finalement, moi, je peux te l'apprendre en une demi-heure, hein. C'est pas... Ouais. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et d'ailleurs, qu'en plus, quand tu regardes dans le MMA, où là, ils ont des gants qui laissent les doigts dégagés. Donc, en théorie, dans le MMA, tu pourrais faire une série de techniques qu'on apprend ailleurs, qui sont des techniques plus complexes d'agripper les coups, tordre les bras en temps réel. Et en fait, il n'y a jamais personne qui fait ça. Et s'ils le font pas, bah, c'est parce que ça marche pas, quoi. C'est juste pas possible. Ouais, c'est ça. Le MMA est un super test de qu'est-ce qui fonctionne réellement. Bon, il y a des limitations quand même liées aux glands. Enfin, aux gants, rien n'est parfait. Par exemple, bon, là, on rentre dans de la technique vraiment pure, mais par exemple, arriver à passer la main pour faire un étranglement, si tu as une couche de gants, ça te gêne quand même dans ton mouvement, alors contre quelqu'un qui s'est bloqué. Ouais. Donc, je veux dire, bon, rien n'est parfait, mais ça, voilà. Je veux dire, il n'y a que le combat réel qui est le réel, quoi. C'est toujours le fameux. Tous les arts martiaux sont une simulation, mais le MMA se rapproche quand même de la simulation la plus, je pense, la plus proche qu'on pourra avoir. Alors, si on n'avait vraiment aucune considération pour la santé des athlètes, on pourrait rajouter les coups de tête, comme de l'elite-way. Mais alors, à ce moment-là, bon, oui, si tu es prêt, si tu n'as aucune considération pour la santé des athlètes, tu pourrais rajouter encore des trucs. Mais disons que le MMA est la meilleure approximation qu'on puisse avoir en espérant que les athlètes ne trinquent pas trop, et encore, évidemment, que les dégâts au cerveau. Mais bon, pour le MMA, l'argument, c'est que c'est moins que la boxe, puisque évidemment, tu peux transitionner au sol, etc. Et aussi, en termes d'entraînement, ils ne vont pas être tout le temps en train de faire du poids-pied. Donc, pour les impacts à la tête, la boxe, c'est le pire, hein, ça, c'est sûr. Ouais. Bon, voilà, je trouve que c'était un peu coûteux. Ceci dit, juste pour mettre un bémol sur les mouvements fins, il faut s'entendre sur des mouvements fins. Mais c'est vrai que... En fait, c'est ces mouvements où tu essayes d'intercepter le bras, etc., qui vont vraiment dire. Pourquoi? Parce qu'en fait, si quelqu'un fait un jab, donc un coup de poing direct au visage, en fait, et qui rétracte, hein, qui ne laisse pas son poing suspendu dans l'air, que le temps ne s'arrête pas, en fait, face à des coups de poing qui se rétractent, tu n'arrives pas à les intercepter dans l'air pour les attraper. Hein. Ce qu'on fait en Aikido, et en Aikido, il y a des techniques de surkoto aussi, où on fait ça, on intercepte les coups de poing dans l'air, parce qu'évidemment, il s'arrête. C'est facile c'est toujours très facile d'intercepter. Si oui, alors c'est comme ça, tu n'as pas le temps, quoi. Si l'autre rétracte, tu n'as pas le temps de réintercepter. Maintenant, après, il faut s'entendre sur le mouvement fin. Une fois que tu transitionnes au sol, même en MMA, on voit que les gens ont des techniques. Mais encore une fois, hein, il faut s'entendre sur le mouvement fin. Une clé de bras, un armbar, quoi, une clé de bras, c'est pas forcément un mouvement très fin à réaliser, quoi. Il rentre quand même pas dans... Enfin, c'est ce qu'on appelle des mouvements fleuris. Hein, ils appliquent... En fait, le problème, c'est difficile à expliquer pour les gens qui ne pratiquent pas, mais finalement, ce qu'il faut, c'est des principes. Hein. Tu as des objectifs à accomplir. Enfin, voilà, quand tu es en combat, tu as des objectifs à accomplir, quoi. Je sais pas, si tu es en boxe, c'est évidemment bloquer les attaques qui viennent, protéger la tête pour éviter un KO et contre-attaquer. Je veux dire, tes objectifs, finalement, ils sont assez basiques. Hein. C'est pas très subtil, quoi. C'est éviter de t'en prendre trop et en donner plus à l'autre, quoi. Mais avec un meilleur timing, idéalement, c'était vraiment fort. Et au sol, tu vas avoir des principes de position. Hein. Je veux dire, c'est quoi ton objectif quand tu as transitionné au sol? C'est être au-dessus et pas en dessous, idéalement. Si tu es être en dessous, bloquer ses bras pour éviter qu'il te donne un maximum de coups dans sa tronche. En fait, tu as des objectifs, quoi, que tu essayes d'accomplir et qui ne sont pas très complexes. Hein. Une fois que tu as compris les objectifs, alors après, tu peux t'entraîner pour essayer de les accomplir de manière meilleure. Mais si vous êtes au sol, essayez d'être au-dessus. Et s'ils n'arrivaient pas à être au-dessus, essayez de bloquer les bras de l'autre pour qu'ils ne puissent pas vous frapper. Quoi. Voilà, je vous ai expliqué le jiu-jitsu brésilien en 10 secondes. Mais
Enfin bon, ils arrivent à faire des techniques, mais ça reste, enfin, comparé à certains trucs fleuris qu'on voit en Kung Fu, par exemple, c'est rien comparé à ça, Ouais, quoi. ouais, c'est clair. Ok, voilà, bah, je pense qu'on a bien illustré ce point-là en tout cas, de manière assez claire. Et oui, pour rebondir une dernière fois sur ce que tu disais, t'as d'autres vidéos avec les couteaux où l'exercice était simplement pointer le couteau vers l'avant comme ça. C'est-à-dire Greg savait quel mouvement allait être fait à l'avance en fait. Donc là, on est plus dans un truc genre Aikido, etc. Sauf que le type essaye de taper réellement, il fait pas un petit mouvement mou comme ça, comme un entraînement. Bah même ça, en fait, il n'arrivait pas à gripper la main, quoi. Il se faisait pointer, il n'arrivait pas à l'attraper en plein vol. Voilà. Et on parle d'un type qui a fait du MMA, qui est expérimenté, quoi. Ouais, attraper les points en plein vol, ça n'arrivera jamais. Mais C'est- qu'est-ce que j'allais dire? Il y a aussi un certain nombre de trucs de base. En fait, et ça, c'est des fantaisies qu'on peut avoir avec les films Mhm. et les séries TV. Mais je veux dire, vous n'aurez jamais. C'est impossible d'avoir un affrontement au corps à corps où vous n'allez pas vous prendre des coups. C'est pas possible. Ah ouais. Ça arrivera jamais. Ou alors, il faut vraiment que l'autre soit super nul. Mhm. Mais alors, je crois pas qu'il va vous attaquer dans une ruelle, hein, s'il est nul à ce point-là. C'est ça, ouais. C'est pas. Oui, parce que enfin, c'est l'approche prédatorielle, hein. Donc, Ouais. il y a deux types en self-défense. Il y a deux notions. Il y a les combats de coq et les approches Mhm. prédatorielles, hein. Le combat de coq, ce qu'il faut faire, c'est du désengagement et calmer le jeu. Ce qui est très dur parce qu'il y a l'ego qui monte et l'adrénaline, etc. Mhm. Mais alors, les attaques prédatorielles, évidemment, par défi, c'est des prédateurs. Donc, un, c'est des gens qui vont pouvoir vous faire des dégâts. Et deux, s'ils vous attaquent, c'est qu'ils pensent que vous êtes une proie. Et donc, ils vous ont identifié comme quelqu'un qui ne sait pas se battre. Mhm. Si vous donnez l'impression d'être capable de vous défendre, ce n'est pas vous qui vont choisir. Mhm. Ils vont toujours choisir une vieille dame ou une jeune femme ou je veux dire, quelqu'un de frêle. Mhm. Ils vont observer. C'est des prédateurs. Il faut imaginer un loup qui chasse. Il va pas attaquer l'élan qui a des super bois. Il va attaquer quelqu'un Mhm. qui se dira. Il va observer votre façon de bouger. Si vous avez une façon athlétique de bouger, etc., c'est toutes des trucs. C'est aussi ça la self-défense. Si vous bougez bien, vous faites de la self-défense passive parce que vous n'émettez pas le message que vous serez une proie facile, en gros. Mhm. Méfiez-vous de lire votre téléphone en marchant, etc. Mhm. Ça, c'est pour vous identifier comme proie. Si vous Ouais. avez des écouteurs, Oui, et si t'as un type qui, sans même t'avoir parlé, vient te mettre un coup dans la tronche, tu peux faire tous les arts martiaux que tu veux, tu vas pas l'éviter, quoi. ouais, l'attaque par la diagonale, parce Ouais. qu'évidemment, on perçoit mieux devant nous et pas en Mhm. diagonale. Et ça, les prédateurs, instinctivement, ils vont le ressentir, ils le Ouais, c'est savent, ça. hein. Ouais, non, mais de toute façon, souvent, les profs de self-défense, ils disent le combat commence quand vous avez pris votre premier coup, hein. Ça, c'est Mhm. c'est une Ouais. attaque prédatorielle et il va vous attaquer, il va Ouais. vous toucher avant. Et là, la question, c'est qu'est-ce que vous faites après le premier impact, hein. Ça, c'est. Ouais, c'est ça, c'est super, super intéressant. Parce qu'effectivement, là aussi, ça remontre l'intérêt d'avoir déjà pratiqué des approches où on s'est pris des coups. Parce que si tu t'es jamais pris un coup, ce qui risque d'arriver aussi, c'est que tu figes complètement, ou tu paniques, ou tu sais plus rien faire, Ton instinct va pas être voilà, mauvais, hein. c'est ça. En boxe, au départ, quand tu commences à t'entraîner, ton instinct, ça va être de tourner pour éviter les coups, mais tu peux pas te Mhm. défendre si tu regardes pas l'adversaire, hein. Ouais. Et donc, une partie d'entraînement chez un débutant de boxe, c'est d'apprendre à voir les coups qui arrivent et Mhm. à ne pas te tourner, hein. Même chose au Mhm. combat au sol en jiu-jitsu brésilien. Quand tu as quelqu'un au-dessus de toi en train de faire un grand hand pound, de frapper au-dessus de toi, ton réflexe, ça va être de te tourner. Mais si tu, Mhm. on appelle ça offrir le dos en jiu-jitsu brésilien. Si tu donnes ton dos, donc en fait, ton instinct va jouer contre toi, hein. Tu vas faire Mhm. des actions. Ouais. Et donc, en fait, déprogrammer ses instincts, c'est super important. Ouais. Et c'est pour ça que je dis des approches comme le tai chi ou le aikido qui font pas ça. Ben, en fait, non, Mhm. en fait, si tu as déjà juste déprogrammé ces instincts, ouais, c'est un truc très basique et pourtant, ça va te donner un avantage crucial. Ouais. Ouais. Moi, j'entraîne mon fils à la lutte et au jiu-jitsu brésilien à niveau 9 ans, quoi, hein. Et je veux Mhm. dire, déjà, lui apprendre juste, non, tu ne me donnes pas ton dos, non, ne me donne pas. Je sais que tu vois je me mets au-dessus, par exemple, et je le tape pas réellement, hein. Et puis là, Mhm. je lui ai pris à mettre ses mains comme ça, quoi. Il n'a pas d'impact, Mhm. mais alors, évidemment, lui désapprendre à avoir le réflexe de vouloir se tourner pour me montrer son Mhm. dos, pour que les coups arrivent dans le dos, en fait, en cas d'agression par un bully en anglais, une brute dans la cour de Mhm. récré, ça fait une énorme différence, hein. Ouais. On peut pas se Ouais, défendre si on regarde pas son c'est dur à adversaire. apprendre, quoi. Mhm. Ouais. Ouais, ça me fait penser à une vidéo que j'avais vue d'un match entre un type qui fait du karaté Kyokushin, donc le karaté qui est assez brutal mais où tu te prends pas de coups à la tête, et contre un type qui fait du Muay Thai.
Et il y a un moment, après pas mal de combats, le type qui fait du karaté Kyokushin se prend un coup de poing à la tête et directement il dit oh, oh non et il abandonne. Non, Et c'est ça, clair. ça a été un peu un running gag pour des chaînes de karaté qui disaient autant se battre contre un type qui fait du karaté Kyokushin, vous lui donnez un coup sur la tête et après c'est fini. Ouais, non, ça, Mais effectivement, je pense que quand tu te prends un coup sur la tête, si t'as pas été entraîné à ça, en fait, t'es vite dans un état de panique, quoi. C'est qui est un réflexe qui est difficile à contrer si tu l'as pas entraîné, quoi. non, c'est clair, c'est clair. Ouais. Et alors, pour finir sur le couteau, enfin, pour Mhm. finir, pour continuer sur le couteau, mais c'est vrai que c'est un problème dans le sens où donc, vous pouvez pas vous battre sans prendre de coups, et donc vous ne pouvez pas de combat au couteau sans vous prendre des coups de couteau, et évidemment, les coups de couteau, Mhm. c'est extrêmement grave, hein, mais oui, je veux dire, en fait, le problème, évidemment, c'est l'approche. Quelqu'un qui attaque, il va faire une attaque en moulinet. Enfin, paf, 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 Mhm. paf, 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 comme ça, une attaque en moulinet. Hein, Ouais. paf, 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 et bloquer ça, Ouais. c'est pratiquement impossible, ce genre d'attaque. Euh, alors, donc, en fait, c'est vrai que moi, par exemple, je me dis, bon, ben, il y a rien qui peut vraiment te préparer de manière efficace. Enfin, qu'est-ce qu'on fait en fait pour se préparer contre des attaques au couteau? Alors, bon, évidemment, quand on est des gens comme nous, on fait des arts martiaux pour le fun plus qu'autre chose, Mhm. ça va, mais ultimement, il y a des militaires et des policiers, etc. Tu Ouais. peux pas leur dire, bon, en fait, on peut pas, on peut pas vous préparer. C'est Ouais. con, mais ouais, démerdez-vous, quoi. Je sais pas. Ouais. T'es bien obligé de leur apprendre quelque Quelque chose, chose quoi. qui peut marcher partiellement, quoi. Ouais. Dans la vidéo de Craig MMA avec la police, en gros, la méthode qui lui dit, c'est le seul truc qui est le plus important, c'est de saisir le bras de l'autre personne à deux mains, de se mettre contre pour qu'il Ouais, c'est puisse clair. plus te poignarder, et il n'y a rien d'autre qui compte. Ouais. Donc tant que t'as pas fait ça, le reste ça sert à rien, ça sert à rien d'essayer de frapper l'autre personne, ça sert à rien de. Il faut juste éviter de se faire poignarder et coller le bras contre toi, et à ce moment-là, tu peux essayer de faire autre chose après, mais on voit bien quand il le fait que en théorie, c'est cool, mais en pratique, Ouais. tu te prends quand même quelques coups de couteau avant d'arriver. Alors, il arrive à la gripper, donc c'est déjà pas mal. Mais il s'est pris quelques coups avant, quoi. Donc, bon, c'est Ouais, ça. alors dans la vidéo que tu montrais, il porte une armure, il y a des méthodes hein, pour s'entraîner avec ça, Mhm. même avec des couteaux qui laissent une trace rougeâtre comme Ouais. ça. Et alors tu peux, comment je dire, ouais, enfin en tout cas, encore contre le bullshit, hein, si après vous apprend des techniques, demandez-vous, est-ce que si vous mettiez une armure de protection et un couteau comme ça, ça vaut même pour les attaques à main nue, hein, mais je veux dire, voilà, vous mettez une belle protection, et un casque, un plastron, etc. Et on peut vous attaquer. Est-ce que votre technique fonctionnerait, quoi? Ça, Mhm. c'est la seule manière de vraiment tester ce genre de technique-là. Parce qu'on ne peut pas Ouais. faire de combat de MMA avec un couteau, ce serait un carnage, évidemment. Mais Ouais. quand on en est à ce stade-là, et c'est vrai que. Mais enfin, le conseil que tu as. Moi, j'ai pas vu la vidéo dont tu parlais, mais le conseil que tu as donné, effectivement, je pense que chez les bons profs, c'est pratiquement tout ce que tu pourrais dire. Une fois que tu Ouais. contrôles la main, tu peux essayer de donner des coups de tête ou des C'est coups de ça. genou, des coups de coude, mais tant que t'as pas la main, tu tiens pas Ouais. la main qui tient le couteau à deux mains. Tu sais pas bloquer, ouais, c'est ça. Parce que comme tu dis, effectivement, il tape en chaîne. C'est pas comme dans les films où il te tape un coup et puis ils arrêtent. Non, c'est. En plus, Ouais. ça peut surprendre aussi, mais en fait, là, beaucoup de personnes peuvent se prendre pas mal de coups de couteau et continuer à se battre. En fait, c'est pas parce que tu te prends un coup de couteau que t'es mort par terre, quoi. Ouais, ça dépend où tu le Ça dépend prends, où tu te le etc. Et puis avec prends et l'adrénaline et tout, il y a voilà, des gens qui tiennent le coup. Ouais. tu pisses le sang et tu crèves après potentiellement, mais c'est pas instantané, quoi. C'est pas comme dans les films de nouveau. Mais. Oui, il y a des problèmes liés à ça aussi, c'est ouais, la distance qu'il faut. Combien de temps il te faut pour dégainer ton arme si Ah c'est pour les ouais, ouais, policiers, ouais. pour quelqu'un qui te fonce dessus avec un couteau. Hein, c'est Mhm. vrai qu'à Charleroi, en Belgique, là, il y a eu récemment, il y a un an ou deux, quelqu'un qui a attaqué devant le commissariat deux Mhm. policières avec une machette. Ouais, Je ne sais pas exactement comment ça s'est passé, mais les deux policières ont terminé à l'hôpital. ouais. Enfin, c'est toujours, on critique beaucoup les policiers, mais je dis Ils en souvent que je ne prennent voudrais pas pas être à aussi. la place. Hein, ouais. Non, c'est clair. Et ouais, si tu dois dégainer ton arme, enfin, ils ont chronométré la vitesse. Ouais. Les Gracie, là, les profs de jiu-jitsu brésiliens, pour gagner du temps, ils recommandent de se jeter en arrière sur le dos carrément et d'intercepter le couteau avec les pieds, enfin de bloquer l'adversaire, c'est Mhm. qu'ils te rajoutent quelques secondes pour ton dégainage et puis tu peux l'abattre, mais ça C'est c'est assez chaud, ouais. impressionnant. Ouais.
Ouais, c'est vrai que tu as des tests comme ça où tu vois qu'il y a il faut une distance énorme en fait pour rien. Même tu sais déjà que qu'on va t'attaquer, et le temps de dégainer et Ouais, de tirer, en fait, il faut genre 7-8 mètres quoi. C'est énorme comme distance, quoi. Donc un type qui est à 3 mètres de toi, c'est impossible. 100% impossible quoi, de faire quoi que ce soit, quoi. Ouais, or, le réflexe du flic, ça va être d'aller vers son arme et d'essayer de la Ouais, dégainer, mais enfin, c'est ça, c'est trop tard. c'est trop tard. Ouais. Non, oui, alors encore une fois, une attaque prédatorielle, le gars, il va pas se mettre à 12 mètres Mhm. de toi, Ouais, brandir ouais, son c'est arme et ça. dire, attends, je vais vous attaquer. J'arrive! C'est, Ouais. non, c'est vrai que, ah là là. Mhm. Bah, après, c'est ça qui est chouette avec tout ce qui est arts martiaux, self-défense, tout ça, c'est justement tout ça, la différence entre la réalité et puis le fantasme et tout ce qu'on peut faire avec ça. Bah ici, dans notre cas, c'est plus pour le plaisir parce qu'on n'a pas, voilà, on n'est pas policier, on n'est pas militaire, on n'est pas videur. A priori, on n'a pas peu de chance d'avoir besoin de ça un jour, mais c'est Ouais, juste pour la c'est ça question, qui est tu t'es fun, quoi. jamais fait attaquer, toi, du tout, ou, rien du tout? De manière dangereuse, non. J'ai déjà risqué de le faire, mais où j'ai réussi à désamorcer, en général plus ou moins. Ou quand j'étais plus jeune, où j'ai plutôt foutu la merde, mais l'autre personne ne m'a pas tapé. Et avec le recul, je me dis que c'était pas très malin. Mais comme tu dis, il y a vraiment une question d'ego qui joue très très fort, quoi. J'ai une fois eu comme ça dans un bus, il y a une dizaine d'années, un type qui essaie d'ouvrir mon sac pour voler dedans, mais genre je le voyais, quoi. Tu vois, il était devant moi et je me suis un peu énervé sur lui et il était assez menaçant et au lieu de calmer le jeu, tu vois, je me suis vraiment énervé. Et il y a un moment, il a essayé de me donner un coup, mais bon, j'ai un peu esquivé. Et après, ça s'est arrêté. Mais en fait, avec le recul, effectivement, tu te rends compte que tu te mets très vite en danger parce que tu connais rien de la personne en face de toi. Tu sais pas s'il est drogué, tu sais pas si c'est un type qui a l'habitude de se battre et qui s'en fout de se prendre des coups, tu sais pas s'il a un couteau, tu sais rien en fait. Donc même si tu étais même expérimenté en self-défense, en fait, il n'y a aucune situation où tu as intérêt à faire ça. Tu as juste intérêt à désamorcer et c'est tout. Il n'y a pas d'autre, Moi, je veux dire, y a rien d'autre qui a c'est du ça sens, être quoi. expérimenté en C'est ça, self-défense. bah oui, voilà, c'est ça. C'est ça, C'est de pas prendre le risque, hein, c'est voilà, pas vraiment, prendre le risque, quel que soit l'adversaire, c'est ça. Et même si t'es sûr de gagner ton combat, en fait, ça va être quoi le résultat? Ok, tu vas gagner ton combat, mais à quel prix? L'autre, il va se retrouver à l'hôpital ou il va se retrouver avec les dents pétées ou le résultat est pas positif non plus dans l'autre sens en fait, hein. Parce que ça se défendre, si tu veux bien, tu veux te défendre et tu veux être sûr de réussir ton coup, bah il faut faire assez mal quand même quoi. Voilà, ça va faire des dégâts quoi. Et ça c'est pas bon non plus en fait. ouais, psychologiquement, ça c'est aussi dur, hein, parce que Voilà, c'est tu ça. tapes, ouais, enfin déjà au début, quand tu commences, c'est marrant, moi j'avais beaucoup ça au départ, quand je commençais à Mhm. faire de la boxe et des sports de combat, au début tu frappes quelqu'un et puis tu t'excuses et tu dis, oh, excuse-moi de Mhm. t'avoir frappé. En fait, être capable de faire de la violence, sauf si tu es un psychopathe, je pense, on est tellement programmé par la culture pour pas le faire que... Mhm. Or, si tu rentres en conflit physique avec quelqu'un, tu dois pas te restreindre, quoi. Tu dois, Mhm. même, enfin voilà, tu dois être prêt à exécuter de la violence, quoi. Ouais. Et si t'es pas quelqu'un de violent toi-même, c'est dur en fait, Ouais, hein. ouais, tout à fait. Et c'est pour ça que ouais, faire des sports de combat, ça t'entraîne aussi à commettre des actions violentes. Ouais, voilà. Ouais, Et il faut pas non plus oublier une chose, je pense qui est vraiment importante, c'est que on connaît pas non plus l'état médical des gens qu'on a en face de nous. Et juste pour la petite histoire, moi j'ai vu il y a 2 ans dans mon boulot avec les jeunes délinquants, j'ai vu un type qui était là, il s'est disputé avec un chauffeur de la STIB il y a quelques années, un type il était passé un peu trop près de lui avec son bus, un truc à la con comme ça. Et ils ont commencé à se disputer, le type est sorti de son bus, ce qu'il n'aurait pas dû faire, et il a frappé le type, mais il lui a donné un coup, quoi. Il l'a pas éclaté sur le sol, quoi. Il lui a donné un coup. Et le type, il a fait une hémorragie cérébrale après, quoi. Et donc voilà, alors évidemment c'est pas fréquent, hein. Si vous donnez un coup de poing à un type dans un bus, il va pas souvent faire une hémorragie cérébrale, mais si ça arrive, bah c'est très grave quoi. Et c'est très grave pas que pour lui, c'est très grave pour vous aussi. Parce qu'après vous vous retrouvez devant le tribunal pour un type potentiellement qui peut avoir des séquelles à vie. Je vous dis pas les conséquences psychologiques et économiques du truc quoi. Donc ça mais c'est ouais, des choses c'est aussi qui super arrivent, hein. important que tu dis. C'est vrai que euh, en fait, on peut tuer quelqu'un avec un coup de poing et les gens s'en rendent pas compte, hein. Ouais. Enfin, c'est de la chance ou de la malchance, ça dépend de la Mhm. situation. Mais je veux dire, c'est vrai que si on donne un coup de poing et que la personne s'effondre et en chaos et qu'elle se frappe la tête sur le sol, sur un rebord de Ouais. trottoir, enfin, il y a des gens en prison enfin, qui sont en prison pour avoir tué une personne Ouais. pour un seul coup de poing. Donc là, Ouais.
c'est la force du jiu-jitsu brésilien d'essayer de Mm. dire on va pas, dans cette situation-là, on va pas directement donner un coup de poing, on va essayer d'amener au sol, Mm. d'être contrôlé au sol. C'est vrai que c'est. Parce que les gens ne se rendent pas compte de ce qui se. Parce qu'évidemment, on ne voit jamais ça dans un film, hein. Ça, c'est toujours Ouais. les représentations incorrectes qu'on a dans Ouais. les films. Ouais, les gens se prennent des centaines de coups et ils sont encore là, quoi. Ouais. Bah, évidemment, c'est possible, hein. Bien sûr. À la Rocky, il y a des boxeurs au début de leur carrière, alors là, c'est vraiment le pire, ce genre de stratégie, de juste je prends un coup pour en donner un. C'est une stratégie qui existe en boxe, mais évidemment, là, Mm. les dégâts au cerveau sont monstrueux. Ouais. Mais ils savent se prendre des coups et des coups et des coups. Mais il y a Mm. aussi l'inverse, quoi. Et ça, c'est pas prévisible, hein. C'est le timing de l'impact, l'angle de Mm. l'impact, la fragilité de l'autre. On ne sait pas qui on a en face, donc C'est ça. C'est ça. ouais. Ok. Cool. Alors, passons à notre dernier point, du coup. Voilà, donc je vais vous donner quelques infos sur l'histoire de Chu Chai-dong, qui est donc un combattant MMA chinois. Je repartage mon écran. Hop. Voilà, Chu Chai-dong. C'est une histoire qui m'a vraiment intéressé parce que je trouve qu'elle est illustrative de plein de choses dont on parle par rapport au Bushido. Donc, Chu Chai-dong, donc un chinois qui a commencé les arts martiaux, si ma mémoire est bonne, il y a une quinzaine d'années, et qui a commencé par faire je crois que c'était du Sanda, qui est Sanda ou Sambo, je confonds toujours les deux, mais qui est une sorte de kickboxing chinois en gros. Donc c'est plutôt full contact. Et après ça, il est passé en MMA et il y a un moment, il a commencé en fait à enfin pas provoquer, à proposer des duels à des praticiens d'arts martiaux traditionnels qui avaient des prétentions un peu ridicules. Ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est vraiment lancé dans un combat pour débunker les prétentions bidons des arts martiaux traditionnels. Et il a commencé ça il y a quand même pas mal d'années. Il est à fond là-dedans. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu pas mal de matchs en fait qu'il a fait avec des praticiens d'arts martiaux traditionnels. Entre le début des années 2000 et puis maintenant, ça c'est vraiment toute sa carrière entre guillemets. Alors là-dedans, c'est surtout des personnes qui pratiquaient des trucs genre tai chi, kung fu, enfin Wing Chun et quelques autres trucs. Il y a quelques combats qu'il a fait qui sont des combats relativement sérieux avec des praticiens de MMA ou boxe thaï, etc. Mais la plupart de ces challenges, entre guillemets, c'était avec des praticiens traditionnels. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça m'a appris pas mal de trucs parce qu'il lui arrivait différentes choses. Bon, déjà, on peut voir tous ces combats quasiment sur YouTube, hein, si vous tapez Chu Chai Dong, donc ça s'écrit avec X, hein, c'est XU et puis XIAO, donc ça se prononce Chu Chai Dong plus ou moins, de ce que j'ai compris. Euh, on peut retrouver ces combats sur YouTube. En gros, la plupart des praticiens avec qui il a combattu, on voit que c'est des gens qui n'ont jamais fait un combat de leur vie. D'ailleurs, on se demande un peu pourquoi ils ont accepté, parce que c'est un peu insensé. Donc des gens qui font du tai chi ou du kung fu et qui ont pas en plus ont pas de garde, ils savent pas comment bloquer un coup, ils savent pas comment frapper, et en gros ils se font juste démolir en 30 secondes en général. Ça c'est une partie des combats. Et parce que lui il y va quand même assez fort quoi. Il leur fait pas de cadeau quoi. Donc il les tape vraiment sérieusement quoi. Et donc en général ça dure pas longtemps. Ils se prennent quelques coups à la tête et en général ils restent par terre après. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après deux de ces combats, si ma mémoire est bonne, en fait, il s'est pris plein de problèmes parce que bon, déjà il y a son école qui était une école de Sanda l'a viré en fait parce qu'ils étaient très fâchés qu'il fasse des combats contre des praticiens traditionnels. Le gouvernement a fermé sa page sur les médias sociaux, qui était une page qu'il avait depuis des années et qui était importante pour lui, quoi, pour sa chaîne YouTube, etc. Et, euh, et il a vraiment vécu beaucoup d'intimidation parce que le gouvernement était visiblement très fâché qu'il ose montrer publiquement que des arts martiaux traditionnels étaient inefficaces en combat, en fait.
Et ça l'a vraiment poursuivi pendant sa carrière. Il y a eu une deuxième intervention du gouvernement où ils ont carrément restreint ses droits sociaux. Hein, donc pour ceux qui ne savent pas, la Chine, c'est pas un pays très démocratique, c'est une belle dictature. Et ils ont un système où vous avez des points, un peu comme les points pour le permis de conduire, sauf que c'est les points qui réglementent ce que vous pouvez faire dans votre vie de tous les jours. Genre prendre le train, prendre l'avion, aller dans un autre pays, etc. Et en gros, si le gouvernement n'est pas content de ce que vous faites, eh ben, en fait, il vous enlève des points et vous pouvez plus prendre de train, vous pouvez plus sortir du pays, vous pouvez plus faire ceci, cela. C'est voilà, ça c'est une forme de pression et de moyens de censure du gouvernement chinois. Et il a été assez fort atteint par ça. Finalement, il a dû faire des excuses pendant une semaine à un des praticiens de Tai Chi. Il a dû payer une somme très importante pour récupérer l'accès à sa page. Enfin voilà, ça a été tout un bazar que la pression du gouvernement chinois. Et, et malgré ça, il y a des gens qui ont continué à accepter ces duels ou même à lui proposer des duels. Et dont certains praticiens vraiment qui avaient aucune connaissance du combat, quoi. Donc là aussi, on se demande, un peu comme les gens, comme le type avec ses gros muscles qui a fait un combat de MMA, on se demande, mais quand t'as un vieux type qui a l'air d'avoir presque 60 ans, qui fait du tai chi, bon, du tai chi de combat, où il se pousse un peu avec les mains, qui est un peu plus dynamique que le tai chi, peut-être comme nous on apprend ici, mais qui va sur un ring avec un type qui fait du MMA et qui tape comme une brute, tu te demandes un peu ce qui peut se passer dans leur tête, quoi. Et en fait, on voit bien qu'ils n'ont pas du tout la moindre idée de là où ils sont. Ils n'arrivent pas à bloquer les coups. Alors il y en a deux ou trois qui se débrouillaient un petit peu mieux au niveau esquive, où ils arrivaient un petit peu à esquiver quand même, à esquiver certains coups, mais c'était vraiment pas efficace du tout, quoi. Et en général, ils se prenaient deux trois coups dans la tête et après ils restaient par terre. Et il y en a un qui s'est retrouvé à l'hôpital d'ailleurs après deux trois coups. Et ce qui est super drôle après, c'est qu'il y en a plusieurs de ces grands maîtres. Notamment, il y en a un qui prétendait être un disciple de deuxième ou troisième génération de Ip Man, qui est Ip Man à qui on a consacré plein de films de Kung Fu, qui est un praticien de Wing Chun Kung Fu. Et voilà, donc un type qui avait beaucoup de prétentions et qui était invité dans des grands festivals chinois où il montrait des démonstrations de combats un peu chorégraphiés, etc. Et bon, oui, il a tenu un peu mieux hein, dans son combat. On voit qu'il avait déjà fait un petit peu de sparring, même s'il n'avait pas l'air d'être très 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 bon, mais il avait un peu de notion de combat, mais bon, il a pas tenu longtemps quand même. Et c'est drôle de voir les explications après de ces grands maîtres. Alors, t'en as une des explications, c'était il sait pas accéder à son énergie quand il est sur un ring parce que le sol est pas dur. Parce que le sol sur un ring, il est un peu mouvant comme ça pour, j'imagine, pour absorber un peu les impacts quand les gens tombent. Et se disant, bah, ça lui empêchait d'utiliser son énergie, son chi, et donc il savait pas combattre. Alors il y a un autre, c'était parce qu'il n'avait pas assez mangé, tu vois, il n'avait pas assez mangé, du coup il n'avait pas de force. Enfin voilà, c'est du genre d'excuses comme ça qui sortaient. Et donc c'est vraiment très très particulier, je trouve, comme système. Et j'ai vu aussi une interview d'une autre personne qui travaille dans les championnats d'arts martiaux chinois comme juge, mais qui est un Américain, et qui expliquait qu'en fait le gouvernement chinois, depuis une quinzaine d'années, avait investi énormément dans la promotion des arts martiaux traditionnels pour des raisons de nationalisme, et donc pour vraiment mettre l'image de la Chine en avant, regarder les gens qui font du kung-fu et qui arrivent à faire des trucs extraordinaires, c'est génial, etc. Et ils ont financé apparemment plein de reportages, dont certains reportages où on voit des maîtres un peu dans leur dojo, dans la campagne, qui font des trucs, pas de combat, mais qui font des trucs qui sont censés être impressionnants. Genre, t'en as un il met un pigeon sur sa main, comme ça, et le pigeon essaye de s'envoler, et il montre en faisant monter et baisser sa main, ben, il arrive à empêcher que le pigeon s'envole parce qu'il n'arrive pas à prendre appui sur sa main. Enfin, des trucs complètement farfelus. Et voilà, c'est ça, ils ont ça dans leur apprentissage des arts martiaux. Et voilà, et donc tout ça, il disait c'est ça qui explique un peu que le gouvernement l'a vraiment persécuté, parce que en fait il vient montrer que les arts martiaux traditionnels chinois, en fait ça n'a pas de valeur dans le combat et en MMA, et du coup c'est très dérangeant pour le gouvernement qui essaye un peu de le faire taire, quoi.
Et c'est une situation assez nouvelle parce que une chose que je savais pas aussi, c'est qu'apparemment le MMA en Chine, c'est quelque chose qui est très récent. Et il y a une vingtaine d'années, il y avait une quinzaine d'années, il y avait quasiment pas de MMA, personne connaissait le MMA. Il y avait des compétitions d'arts martiaux chinois entre eux, genre Tai Chi vs Wing Chun, des trucs comme ça, mais pas de MMA réel. Et le MMA réel, quand Chu Chaidong a commencé quand il a ouvert son club il y a une quinzaine d'années et qu'il a commencé à enseigner, en fait, il était un des seuls à faire ça. Et il y a quasiment personne qui savait ce que c'était. Et donc, c'est vraiment un truc qui est arrivé dans le secteur des arts martiaux et qui est vraiment venu perturber un peu cette prétention des arts martiaux traditionnels à être super efficaces, sans jamais être confronté à quoi que ce soit. Parce qu'on voit, par exemple, dans les maîtres avec qui il a combattu, il y en a un qui s'appelle Ma Bagwo, ou, bon, je sais pas comment ça se prononce, mais Ma Bagwo. Et en fait, si vous tapez son nom sur YouTube, vous allez voir des trucs mais absolument ridicules. C'est un mec qui est dans son salon et il fait des démonstrations d'un truc qui a l'air vaguement de ressembler à du tai chi, mais c'est pas trop identifiable. Il a inventé son style. Et ses mouvements, c'est un truc qu'on voit nulle part ailleurs et ça ressemble plus à une espèce de danse d'un type qui serait épileptique et qui est en train de faire une crise d'épilepsie qu'à des arts martiaux, quoi. Vraiment, c'est un truc, c'est assez ridicule. Et, euh, et voilà, il y avait personne qui contredisait ces personnes visiblement jusqu'à récemment avec l'arrivée un peu du MMA, quoi. Oui, la Chine essaie de contrôler ce qu'on appelle le soft power, hein, donc le pouvoir doux, hein. Le pouvoir de hard power, c'est les pouvoirs militaires, et puis le soft power, c'est la perception qu'on a d'un pays, hein, évidemment. Par exemple, Mm. le Japon a un énorme soft power, et bon, son hard power n'est pas nul non plus, mais la Chine, évidemment, ils essayent toujours de redorer un peu leur image en Mm. contrôlant les informations. Enfin, oui, même chez nous, par exemple, en finançant des instituts Confucius, etc. Enfin, c'est des discussions que j'ai avec le professeur de chinois, hein, c'est vrai, chez nous. Et Ouais. en essayant de contrôler même les recherches universitaires chez nous, même des universitaires qui travaillent chez nous peuvent recevoir des coups de téléphone, etc. Ça, si on suit, je suis un peu ce qui se fait du côté de la Chine quand même, mais Mm. pas autant que le Japon, mais c'est vrai que même le travail académique sur la Chine, il y a des choses si tu écris des choses qui déplaient sur les Ouïghours, etc., on va t'interdire l'accès à Ouais. rentrer dans le pays, etc. Mais donc, oui, c'est pas étonnant. Et forcément, du côté du soft power, évidemment, il y a les arts martiaux, donc je ne suis pas du tout étonné que le gouvernement chinois fasse ça. Et d'ailleurs, tu parlais d'Ip Man, mais donc même dans les films d'arts martiaux chinois, c'est vraiment très flagrant la composante idéologique, hein. Mm. Même à partir de Bruce Lee, il y a la fameuse scène où Bruce Lee va dans un dojo de karaté et bat tous les karatékas. Quand Mm. on ne comprend pas la politique asiatique, c'est juste des combattants d'arts martiaux qui s'affrontent, mais en réalité, c'est un Chinois qui bat 20 Japonais, hein. Mm. C'est absolument... Ouais. Il y a plein de gens qui veulent nous dire les choses sont pas neutres, mais ouais, c'est pas neutre, hein, ce genre de choses. C'est clair. Et les films de Ip Man, c'est à fond là-dedans, hein. Ouais. Ça me fait toujours un peu rire quand je vois les films de Ip Ouais. Man, mais c'est vraiment idéologiquement super lourd. Puisque dans le premier, évidemment, c'est pour combattre les méchants japonais, parce que évidemment, les Mm. Chinois peignent toujours les Japonais comme étant l'ennemi, hein. Il y a énormément de propagande anti-japonais qui Mm. se base sur la Seconde Guerre mondiale. C'est une des raisons pour laquelle, évidemment, il n'y a pas eu de enfin, il y a des trucs de fou. En Chine, il y a une sorte de parc d'attractions où les enfants peuvent s'amuser à tirer sur des soldats japonais, etc. Enfin, Mm. enfin, ils insistent. Et chaque été, il y a plein de films qui sortent de guerre sur la Ouais. Seconde Guerre mondiale avec des héros chinois qui résistent contre l'envahisseur japonais. Mm. Attendons-nous bien, hein, les Japonais ont fait des choses horribles pendant la Seconde Guerre mondiale. Je ne suis Oui, pas en train de défendre les Japonais, hein. bien sûr, bien Je veux sûr. dire, le gouvernement chinois rajoute tout le temps une couche pour être sûr que parce Ils sont restés qu'évidemment, là-dedans, quoi. oui, mais c'est surtout, non, mais c'est même pas qu'ils sont restés là-dedans, mais c'est parce qu'en fait, donc le gros problème, on rentre dans la politique asiatique, mais le problème de la Chine, et ça a toujours été depuis l'Antiquité, c'est elle-même, hein. C'est-à-dire qu'elle est tellement énorme. Donc le gros problème de la Chine, c'est de la peur de l'implosion, hein. Et la meilleure façon de ne pas imploser, c'est de créer un ennemi extérieur. Donc le Mm. gouvernement fait ça très consciemment. Mais et d'ailleurs, pour l'anecdote, le Japon ne voudrait surtout pas que la Chine implode, parce que si la Chine implosait, il y aurait plein d'immigrés chinois au Japon, et les Japonais ne veulent pas d'immigrés chinois. Mm. C'est pour l'anecdote. Ouais. Mais alors, dans Ip Man, oui, on a de nouveau ça. Le premier, c'est dans la période de la Seconde Guerre, ou je ne sais plus, juste après, enfin, ou d'occupation japonaise. En tout cas, les ennemis sont des Japonais, évidemment, Ouais. donc ils doivent battre un Japonais. Et puis dans le deuxième, évidemment, après l'ennemi japonais,
Parce qu'évidemment, idéologiquement, les Japonais, à l'heure actuelle, c'est l'allié principal des Américains. Donc en fait, c'est des substituts d'Américains. Donc dans Hitman 2, c'est contre un Américain qui doit se battre. Je ne peux même pas dire que le message est subtil, quoi. La subtilité n'est pas là. C'est vrai qu'il faut montrer que les arts martiaux, pratiquement tous les films d'Hitman sont là pour dire oui, mais en fait, le kung-fu d'Hitman est supérieur au karaté, japonais, à la boxe, etc. C'est assez flagrant. Et bon, c'est parce que ça, c'est les exemples les plus connus, et même déjà donc à l'époque de Bruce Lee, c'était le cas, mais la production chinoise de ce côté-là est assez intense. Dès que vous vous mettez à regarder des films chinois, faites attention, à chaque fois qu'ils mentionnent les Japonais, vous allez voir la façon dont ils en parlent. C'est très rarement pour parler de nos gentils voisins. Ouais, enfin voilà, tout ça pour dire que du coup, effectivement, si les gens qui vont sur un ring, a priori, il faut mieux qu'ils soient préparés, et qu'ils aient appris quelque chose en lien avec le ring. Et de nouveau, il y a une déconnexion comme ça entre le fantasme et la réalité, parce que ces mecs-là qui vont se battre avec Chu Chaidong, en fait, ils ont vu probablement les vidéos des autres maîtres de Tai Chi ou de Kung Fu qui se faisaient péter la tronche en 30 secondes. Du coup, c'est quand même très spécial de se dire, ces gens ont vu ce que le type était capable de faire, ils ont vu ce qu'il allait leur faire, et ils sont quand même là pour se faire péter la tronche. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe dans leur cerveau pour se dire, je vais aller me ridiculiser. Enfin non, ils se disent pas, je vais aller me ridiculiser, justement. Ils se disent, moi je vais faire mieux, probablement, parce que moi, mon tai chi, il est plus efficace, il saura pas me toucher, un truc comme ça. C'est le genre de discours qu'ils tenaient dans les interviews. Tu n'arriveras pas à me toucher. Oui, en fait, bon. Après 30 secondes, ils sont par terre, quoi. Oui, il y a une forte déconnexion avec la réalité, mais je ne suis même pas convaincu qu'ils aient regardé. Tu leur donnes peut-être beaucoup de crédit en disant qu'ils ont regardé les autres vidéos. Pas regardé, oui. Ça, c'est un truc de boxeur, de regarder, ou de MMA. Tu regardes les vidéos des autres adversaires pour te préparer à un match. Mais ça, c'est la première chose que fera un entraîneur compétent de boxe. Si tu sais que tu vas affronter tel ou tel boxeur ou tel combattant de MMA, si tu as des vidéos disponibles, tu vas aller voir quels sont ses points forts, ses points faibles et adapter l'entraînement. Mais est-ce qu'ils ont même le réflexe de faire ça? Enfin, moi, je pense qu'ils sont dans une telle déconnexion de la réalité mais ça évoque quand même, d'un côté sceptique, les pseudo-voyants qui pensent être capables de faire des choses extraordinaires et qui finalement s'illusionnent sur leur propre capacité. C'est vrai que c'est assez similaire qu'on a dans les prix défis de Brock ou de James Randi, même si je critique ces tests, c'est clair que ça montre quand même que certaines personnes s'illusionnent grandement sur leur capacité paranormale. Je veux dire, même les études psychologiques qui sembleraient dire qu'il y a vraiment des choses paranormales, c'est jamais des aussi gros effets que ces gens prétendent être capables de faire. Donc, au minimum, il y a vraiment une grosse distorsion de la réalité. Moi, j'ai l'impression qu'on est pratiquement dans la même dynamique. Ces praticiens de Tai Chi, c'est des pratiquants, ils ont des pouvoirs paranormaux et on leur propose un test. Et ils acceptent parce qu'ils sont tellement dans l'illusion que, effectivement. Allez, je vais clôturer sur un tout petit bref extrait vidéo qui illustre ça. C'est pas avec Chu Chaidong, ici c'est avec Ma Bagwo, donc un de ceux qui avait défié Chu Chaidong, mais c'est avec un praticien de Sanda qui est présenté comme un amateur qui a 50 ans. Et voilà, juste pour vous donner un exemple de la compétence du Tai Chi Master, quoi. Bon, il a réussi à se lever, c'est déjà pas mal. Voilà, bon spoiler, après il se relève plus. Voilà. Et en fait, tous les combats de Chu Chaidong avec les praticiens de Tai Chi, c'est ce genre-là, quoi, en gros. Donc, vous voyez, ils ont aucune notion de comment on bloque un coup, comment on esquive, comment on bouge. Simplement, ils bougent même pas, quoi. En fait, ils sont statiques. Et il y a une vidéo avec Chu Chaidong où il y a c'est un praticien de Wing Chun, là, qui lui est un peu plus dynamique et c'est quand même apparemment un peu frappé. Et on voit en fait Chu Chaidong se prend pas mal de coups, mais après 2-3 coups, enfin, en fait, on voit qu'il les bloque même plus, il les laisse un peu passer, et on a l'impression en fait que le praticien de Wing Chun, en fait, il lui met des claques, quoi.
Il met, c'est un peu des mouvements comme ça. Ça fait pas de dégâts en fait. Et après, il se prend deux coups et il est out, quoi. Donc là aussi, il y a une déconnexion de la réalité dans le sens où toucher quelqu'un parce que tu lui mets une claque, ça fait pas, ça gagne pas un combat, quoi. Et on dirait que ça n'a pas l'air d'être clair dans l'esprit du type qui fait du Wing Chun et qui fait un peu comme dans les films de Ip Man finalement, hein, parce que dans les films de Ip Man c'est ça qu'il fait, hein. Il met pas des gros coups de poing violents, il met des petits coups comme ça dans tous les sens et ça fait des dégâts, mais en fait bon, Ouais, ça nous ramène sur le début de notre conversation avec le karaté. Mhm. Dans le karaté Shotokan, souvent on fait du sparring à points où on doit juste toucher l'autre, mais peu Ouais. importe la quantité de dégâts qu'on fait. Et moi j'avais fait un tout petit peu de karaté, comme je l'ai dit dans mon cross-training. Et c'est vrai que quand au début je suis arrivé en boxe thaï et que je faisais mes coups de pied à la karaté, le prof, ça le faisait marrer en gros parce que je veux dire, le Muay Thai, c'est justement pour faire des coups qui pénètrent et qui font très mal. En gros, en Muay Thai, c'est juste tu frappes pour casser, quoi, quasiment. Hein, et après, ils essaient même pas vraiment d'esquiver, ils encaissent. Enfin, c'est un truc de brut. Hein. Ouais. Mais forcément, là, les coups doivent pas être pénétrants. Tu dois absolument. C'est pour ça qu'on s'entraide sur des sacs de frappe et des choses comme ça pour frapper le plus fort possible. Bon, évidemment, quand tu fais du sparring contre un autre, surtout si tu es un débutant amateur, tu frappes pas aussi fort qu'un pro de Muay Thai, évidemment, mais je veux dire, tu dois pas juste avoir une tape comme ça. C'est une touche, quoi. Une touche, ouais, tu gagnes 3 points pour la touche, mais en fait, ça n'aurait rien fait au mec. Hein. Et ça a des conséquences, hein, parce que, par exemple, faire des feintes, les feintes, ça ne fonctionne que si l'autre a peur de tes frappes. Mais si tu fais un sparring à touche, l'autre n'a pas vraiment peur de te frapper, puis que tu fais juste pouf, tu touches, et que finalement, c'est juste la beauté de tes attaques qui compte, quoi. Et donc, après, tu fais une feinte, mais l'autre n'a pas vraiment appris on dirait appris à respecter tes coups, hein, tu vois. Et alors, il va pas reculer en se disant, ah, si je me prends celle-là, je vais la sentir passer. Hein. Et donc, par exemple, si tu fais, bon, là, on est en train de rentrer dans les différents types de sparring et les différents types de désavantages que ça peut présenter. Ouais, malheureusement, c'est toujours, hein, si on veut apprendre à se battre pour de vrai, il faut apprendre à frapper et à se prendre des coups pour de vrai, et ça fait mal, quoi. C'est le problème, c'est que ça fait mal. les profs de Wing Chun, ils n'ont pas appris à avoir le mal, en fait, c'est ça le truc. C'est vrai que... Et ouais, enfin voilà, je pense qu'on a vraiment bien fait le tour là, ça a été super méga complet. Je pense qu'on a bien couvert le sujet pour ce deuxième épisode du coup. Ok, bien. Bah voilà, j'espère que ça aura pu intéresser les auditeurs et les auditrices. J'ai souvent des bons feedbacks sur les épisodes sur les arts martiaux, entre autres des gens qui me disent j'y connais rien en arts martiaux, mais en fait vous avez réussi à rendre le sujet passionnant. En fait, c'est vrai que si on essaye d'expliquer même à des gens qui ne connaissent pas les arts martiaux, les sports de combat, et de montrer la complexité du débat et des problématiques, hein, des types d'entraînement. Et j'ai aussi eu pas mal de retours de gens qui me disaient, bah oui, avant je regardais, voilà, je pensais qu'évidemment le karaté c'était efficace, enfin je dis pas que le karaté est totalement efficace, on va pas refaire la conversation tout à l'heure, mais en combat, quoi. Qui se posait même pas de la question de l'efficacité. Au départ, on est confiant dans le sens, si le prof dit qu'il entraîne à la salle défense, bah, c'est qu'il entraîne à la salle défense, il sait certainement de quoi il parle. Mais c'est comme dans tout, hein, il y a des degrés d'expertise sont très variables. Hein, Allez, faisons l'outro. C'était Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. À la prochaine, Jérémy. À bientôt. Allez, ciao.